En Guinée, les opposants lancent un appel à 2 journées villes mortes. Elles sont prévues pour ce lundi et mardi dans tout le pays. La 14e biennale du Festival international de théâtre du Bénin, elle est annoncée pour le mois de novembre. Puis assassinat d'une journaliste maltaise en octobre 2017, un an après, le mystère plane toujours sur les commanditaires de cet acte. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Je l'annonçais en titre, l'opposition guinéenne a appelé à 2 journées villes mortes à Conakry et dans les grandes villes du pays ce lundi et mardi. Cet appel vise à dénoncer des irrégularités quant à l'installation des exécutifs des conseils communaux. Les détails, ce sera dans cet élément. Conakry et les grandes villes guinéennes sont sujettes à 2 journées villes mortes ce lundi et mardi. Initié par l'opposition guinéenne, le mouvement a pour but de dénoncer des irrégularités relatives à l'installation des exécutifs des conseils communaux. L'opposition guinéenne accuse notamment le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG, le parti au pouvoir de corruption et de n'installer ces exécutifs qu'au compte-gouttes une fois que les conseils lui sont favorables. Des accusations infondées selon la mouvance présidentielle. Les membres du RPG estiment que ces retards et cette absence de visibilité du calendrier ne leur sont pas imputables. L'opposition se dit en effet frustrée par les irrégularités qui entachent l'installation des exécutifs des conseils communaux. Pour l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, ces irrégularités se font en violation des dispositions légales et surtout de l'accord politique du 8 août 2018. Le 8 août 2018, opposition et pouvoir avaient signé un accord censé mettre définitivement fin à 6 mois de crise post-électorale. Cet accord de compromis devait ouvrir la voie à l'installation des élus locaux sur l'ensemble du territoire. En Côte d'Ivoire, plusieurs personnes ont été blessées dans la nuit de dimanche à lundi à Grand-Bassam, près d'Abidjan, dans une charge de la police contre des habitants. Ces derniers réclamaient la proclamation des résultats des municipales alors que les 2 principaux candidats revendiquent la victoire. Les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire n'ont pas attiré les foules ce samedi dans les bureaux de vote. Elles ont été marquées par de nombreux incidents et contestations de résultats. Nous marchons justement pour arriver au niveau du QG, comme on l'a fait pendant toute la campagne, pour montrer la proximité que nous avons avec la population. Et les forces de l'ordre nous ont dit que ce n'était pas possible. Nous avons constaté des imperfections, nous avons constaté qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et nous constatons que d'après les résultats que donne la CEI, c'est-à-dire officieusement, ne sont pas en notre faveur. Nous considérons qu'il y a un problème. Ce lundi matin, la commission électorale indépendante nationale n'avait toujours pas proclamé l'ensemble des résultats du pays. Ces élections constituaient un test avant le scrutin présidentiel de 2020, qui occupe déjà la scène politique ivoirienne. À Madagascar, 22 candidats sur 36 ont organisé un meeting comme objectif dénoncer les irrégularités et la corruption qui entourent la présidentielle prévue pour le 7 novembre prochain. Nous réclamons le nettoyage de la liste électorale parce que cette élection présente trop d'irrégularités. Depuis toujours, on a l'habitude de voir les élections manipulées. Mais cette année, c'est fini. Les Malgaches vont sortir de cette pauvreté et de la corruption. L'exportation illicite des richesses nationales va s'arrêter. Les détournements des deniers publics vont s'arrêter. La Gambie a lancé ce lundi sa commission Vérité, Réconciliation et Réparation. Cette commission devra faire la lumière sur les exactions commises durant les 22 années de pouvoir de Yaya Jammeh et permettre aux victimes de pouvoir enfin s'exprimer. Plus de 20 mois après le départ en exil de l'ancien président Yaya Jammeh,
La Gambie a lancé ce lundi une commission pour faire la lumière sur les violations des droits de l'homme commises sous son régime. Les 11 membres de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation, lancée en 2017 par le président Adama Barrow, vont prêter serment finalement ce lundi. Et les audiences publiques de la commission commenceront rapidement après la cérémonie. Présidée par un ancien diplomate auprès des Nations Unies, Lamine Cissé, la commission comprend 4 femmes dont la vice-présidente Adélaïde Socé et représente l'ensemble des communautés ethniques et religieuses du pays. Instituée par une loi adoptée en décembre 2017, la commission dispose de pouvoirs d'enquête et pourra, au terme de ses travaux, recommander des poursuites ou des réparations. Mais un éventuel jugement de l'ex-président qui a régné pendant 22 ans sur la Gambie paraît encore chimérique. Ancien militaire parvenu au pouvoir par un putsch sans effusion de sang en 1994, Yahya Jammeh s'était largement fait élire et réélire sans interruption jusqu'à sa défaite en décembre 2016 face à Adama Barrow, candidat de l'opposition. En prélude à la 14e biennale du FITEB, entendez Festival international de théâtre du Bénin, le directeur de l'institution était face à la presse ce vendredi. Objectif de ce point de presse, rassurer l'opinion publique nationale et internationale de la tenue effective de cet important événement culturel qui se déroulera du 16 au 24 novembre prochain. Voici le reportage. Théâtre, engagement civique et social pour un développement durable au Bénin, en Afrique et dans le monde. C'est le thème retenu dans le cadre de la 14e biennale du Festival international de théâtre du Bénin qui va se tenir du 16 au 24 novembre prochain. Pourquoi ce thème ? Parce que nous avons constaté ces 2 dernières décennies la percée d'autres formes de théâtre à l'ombre du grand théâtre universitaire, du grand théâtre classique qui se fait dans les grandes salles. Nous avons vu que de plus en plus, même des événements aussi intellectuels que les séminaires, les ateliers, ouvrent des brèches pour accueillir comme une couverture artistique. Et nous voulons qu'à la faveur de la 14e édition du FITEB, il y ait une table ronde qui se charge spécifiquement de débattre de ce thème-là. Cette 14e biennale du Festival international de théâtre du Bénin va se dérouler dans 6 villes du Bénin, à savoir Porto-Novo, Cotonou, Abomey, Lokossa, Parakou et Natitengu. Ainsi, pendant plus d'une semaine, les populations de cette ville et commune vont vivre d'intenses moments culturels avec des spectacles de contes, d'humour et de théâtre. Pour les spectacles, il y aura de l'humour. Mon père est un comique, ça c'est Chromosome. Il y aura L'os de Morlam, ça rappelle Birago Diop. Il y aura la tragédie du roi Césaire, qui est un spectacle d'Agbongoko. Ce grand rendez-vous culturel connaîtra la participation des délégations des pays tels que le Togo, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, Madagascar, la Tunisie, le Burkina Faso, la Belgique, Haïti, la France, la Chine et bien évidemment le Bénin. Le candidat de gauche au second tour de la présidentielle au Brésil a accusé samedi son adversaire d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Fernando Haddad l'accuse de fomenter la violence et d'être une menace pour la démocratie. Sa vie entière, il a fomenté la violence. Imaginez une personne qui a pour héros un des plus grands tortionnaires du continent. Cette personne est en tête des sondages, mais elle va perdre. La déclaration de Fernando Haddad est assez forte pour faire paraître le niveau d'adversité des 2 challengers brésiliens. Le candidat du Parti des travailleurs s'en prend au favori du 2e tour du 28 octobre, Bolsonaro, qui a fait une proposition phare, celle de libéraliser le port d'armes. Haddad y voit une aberration puisque le pays connaît actuellement une flambée de violence. Personne ne soutient le banditisme.
La question est que les propositions de Bolsonaro, et il y en a peu, même sur les sujets dont il se dit spécialiste, ne résoudront pas le problème. Armer la population ne va rien résoudre. C'est l'État qui doit s'occuper de la sécurité publique et si l'État offre correctement le service, nous devons ajuster le service. Ce qui a dominé était le mensonge, pas WhatsApp. S'il avait utilisé WhatsApp pour dire la vérité, sa campagne ne me poserait aucun problème. Le problème est que nous avons lancé je ne sais combien de procédures judiciaires pour retirer des réseaux sociaux les vidéos de sa campagne propageant des mensonges sur moi et mon adjoint. Fernando Haddad, qui a obtenu 29% des voix au premier tour du 7 octobre, loin derrière Bolsonaro, qui a récolté 46%, croit tout de même en ses chances, même si le premier sondage de l'entre-deux tours donne le candidat d'extrême droite largement vainqueur, soit 58% contre 42%. Puis le 16 octobre 2017, la journaliste d'investigation et blogueuse maltaise Daphne Caruana Galizia mourait dans un attentat à la voiture piégée à quelques mètres seulement de chez elle. Une affaire qui avait soulevé à l'époque l'indignation de la communauté internationale. Un an après les faits, les commanditaires de ce meurtre courent toujours et ceux qui entendent poursuivre son œuvre sont à la peine. Reportage. Tania vient tous les mois fleurir le mémorial dédié à Daphne Caruana Galizia, une journaliste d'investigation maltaise tuée dans un attentat à la voiture piégée le 16 octobre 2017. Aujourd'hui, elle n'a qu'un mot à la bouche, justice. Les 3 suspects sont certes sous les verrous et leur procès devrait bientôt commencer, mais le commanditaire, lui, n'a toujours pas été identifié. Si la personne qui est responsable de cet acte est identifiée, alors peut-être que nous arriverons à être en paix, car nous verrons que la justice a fonctionné. Trafic d'essence, Panama Papers, corruption, blanchiment d'argent, Daphne enquêtait sur tous les sujets qui fâchent, et notamment au plus haut niveau de l'État maltais. Manuel Delia, blogueur et ami de Daphne, continue le combat, malgré les menaces et les accusations de trahison. La démocratie est en panne ici. L'état de droit ne prévaut pas. Les institutions sont totalement cooptées et elles appartiennent au gouvernement. Et le gouvernement est aux mains de gens qui n'ont que le pouvoir et le profit en tête. L'enquête aurait révélé des liens entre l'un des suspects et le ministre maltais de l'économie qui nie toute implication. L'opposition, elle, a décidé de monter au créneau. Nous n'avons pas juste perdu Daphne, nous avons perdu une journaliste d'investigation, nous avons perdu une voix qui était tellement importante pour notre démocratie. Si Daphne n'est plus, ces enquêtes, elles, sont bien vivantes. Un groupe composé de 18 médias du monde entier a décidé de poursuivre le travail de la journaliste sous le nom de Projet Daphne, et la mobilisation ne s'est pas arrêtée là. Il y a un groupe de femmes qui s'est créé sous le nom de Occupy Justice. Ce sont des femmes très déterminées, pas des idiotes, qui ont eu le courage de dire au Premier ministre qu'elles n'avaient pas peur de le dénoncer. C'est sans précédent. Elles ont puisé leur courage en Daphne. La famille de la journaliste a demandé l'ouverture d'une enquête indépendante pour établir si sa mort aurait pu être évitée. Une requête que le gouvernement maltais n'a toujours pas acceptée à ce jour. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain.